Plus qu'une photo, plus que dessin, conteste dans le bon du tout. Sur la planète bleue, sur la terre, une flèche se lève aux flèches visionnaires. Défiant la pesanteur, c'est une flèche montante, combattant les antivaleurs, la voilà dans les autres. La bonne gouvernance ne s'accommode nullement de la corruption. Au contraire, elle est une vertu au service de l'autre et même de son adversaire. Elle suppose de l'abnégation et de l'altruisme. Voilà pourquoi, avec le professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur de l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle, nous avons choisi le Pélican dans le cadre de cette émission qui s'intitule « Émergence de la RDC, Pélican, modèle de la bonne gouvernance ». Mwendambali, à la tête de l'Observatoire des surveillances de la corruption et bien entendu de l'éthique professionnelle, a donc pour fonction de jauger les bonnes dispositions des décideurs et des gouvernants. Notre invité sera présenté par le docteur Kanya Ngando. Merci. Mesdames et messieurs, dignes téléspectateurs, pour des sociétés, voire des États entiers, la corruption est les raccourcis vers le pourrissement et l'anéantissement. Lui, notre invité, non seulement a fait de la lutte contre la corruption un préalable pour la mise en chantier de la non-gouvernance, mais encore fait-il de la même lutte une carrière et un combat à outrance. Inspiré par la vertu du Pélican, il s'appelle Saint-Augustin Mwendambali. Il est professeur d'université et est auparavant docteur ès lettres de la prestigieuse université de Louvain. Il est en plus doctorant avec comme thème de recherche très signalé la corruption, facteur inhibiteur du développement pour les pays d'Afrique. Dans la même veine, le professeur Saint-Augustin Mwendambali est directeur général de l'Observatoire de la corruption et de l'éthique professionnelle, en sigle OCEP. Il est coordonnateur du comité de pilotage du protocole d'accord anticorruption RDC, RCA, INODC. Il est coordonnateur du premier forum national de la lutte contre la corruption, déjà en 2009. Il est membre du comité exécutif de la Haute Autorité Anticorruption d'Afrique, en sigle AAACA. Il est vulgarisateur très distingué du Code de conduite de l'agent public de l'État, du document de la stratégie nationale de lutte contre la corruption à l'intention des officiers de FARDC, de toutes les garnisons militaires en RDC, en collaboration avec l'Institut des études juridiques internationales du département de la défense américaine DILS. Il a été secrétaire général administratif à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, en sigle ISP Gombe. Il est coordonnateur de la cellule scientifique du ministère de la fonction publique. C'est avec ces citoyens avertis du fait de la corruption que de distingués confrères Aaron Tchani Kayembe et Billy Mutombo vont s'entretenir du même sujet. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci beaucoup.
De l'OCEP à l'OCEP, soit l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, à l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle. 17 ans, jour pour jour, vous combattez la corruption en République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous en dresser un bilan? Le bilan, il est là, puisque vous avez vous-même parlé de 2003 en 2016. C'est-à-dire, après un certain nombre de temps, après avoir navigué presque à vide, c'est-à-dire en train d'élaborer des théories au niveau de laboratoire, nous avons présenté les résultats de notre première étape qui n'ont pas été jugés tellement satisfaisants, mais ces résultats ont été assortis des recommandations. Il fallait transformer l'OCEP, entendu comme Observatoire du Code d'éthique professionnelle, à l'OCEP, Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Vous comprendrez vous-même qu'à travers ces titres, il y a eu un manque au départ qui a été comblé à l'arrivée, et ce manque était caractérisé par une simple mission de vulgariser, de sensibiliser, vers une mission maintenant de surveillance, c'est-à-dire des traques, des pratiques de corruption dans le milieu socio-professionnel de notre administration. Ça, c'est le premier bilan. S'il y a eu la transformation, c'est-à-dire il y a eu des lacunes auxquelles on a dû quand même apporter quelques solutions de réchange. Le bilan est immense parce que l'OCEP a organisé le premier forum national de lutte contre la corruption en RDC. Et à ce forum ont participé plus de 450 délégués provenant des forces vives de la nation, membres de la société civile, membres des ONG, responsables des institutions publiques de l'État et même des expatriés à titre de partenaires dans les combats contre la corruption. Nous avons reçu une affaire de 10 délégations provenant de l'Afrique pour pouvoir assister à ce premier forum. Alors, ce premier forum avait eu la mission de jeter les bases de ce qu'on va appeler la première stratégie nationale de lutte contre la corruption en RDC. Jusque-là, il n'en existait pas. Et s'il n'en existait, c'était sur le plan purement embryonnaire. Alors, 104 résolutions ont été coulées par les séminaristes et les participants de ce séminaire. Ces 104 résolutions ont été stratifiées à mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement aujourd'hui ont fait qu'il y ait un pacte anticorruption signé entre les gouvernements, la société civile et le monde des affaires. Et en dehors de ce pacte, il y a eu la bancarisation des salaires des fonctionnaires. Ce sont les résolutions du Forum national de lutte contre la corruption. Et on a exigé qu'il y ait une vaste sensibilisation, éducation auprès des agents publics de l'État comme des usagers de services de l'État, de manière à ce que nous puissions avoir une compréhension commune du phénomène de la corruption. C'était un des premiers objectifs de ce forum. Ensuite, il fallait doter la RDC des instruments ou du cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption. Ce cadre, il est là, les avant-projets sont là, des projets ont été déclarés irrécevables par le Parlement pour des raisons que nous ignorons, mais Dieu merci, avec le changement, avec l'avènement du président Tshisekedi, nous sommes certains que la RDC sera dotée d'une loi spéciale anti-corruption. Donc, nous pouvons ajouter sur notre bilan, nous avons au moins sensibilisé plus de 1 million d'agents publics et de l'État. Il ne s'agit pas des fonctionnaires stricto sensu, mais de toute personne qui travaille pour les comptes de l'État et qui est payé par les trésors publics. Nous pouvons dire sont agents publics et de l'État, le président de la République, chef de l'État, les membres du Parlement, donc les députés et les sénateurs,
les membres du gouvernement, les ministres, les vice-ministres, les secrétaires généraux, les officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale, les ambassadeurs, les mandataires de l'État, jusqu'au dernier huissier, c'est-à-dire à toute personne qui travaille pour le compte de l'État et qui est payée par l'État congolais. Autant d'événements que nous avons menés, et au niveau de notre conseil de discipline, nous avons eu à faire révoquer, sur proposition du conseil de discipline dans lequel l'OCP joue un rôle prépondérant, nous avons fait révoquer pas moins de 400 fonctionnaires. Et au niveau de la magistrature, vous aviez suivi qu'il y a eu 250 magistrats qui ont été également remerciés pour des prises à partie et parfois pour des comportements qui ne rimaient pas avec l'éthique et la déontologie du magistrat. Autant de petites actions que nous avons menées dans la première étape. Parce que n'oubliez pas, dans la lutte contre la corruption, il y a 3 phases. Vous ne luttez pas contre la corruption comme on écrase une mouche. On commence par l'avertissement. Et cet avertissement passe par la prévention. Cette prévention est caractérisée par 2 étapes intermédiaires. L'éducation et la sensibilisation. Et quand vous sensibilisez, il ne s'agit pas de sensibiliser seulement les agents publics de l'État, mais il faut aller au-delà des agents publics de l'État, c'est-à-dire donner l'éducation aux parents. Ils ne sont pas seulement agents publics de l'État, mais ce sont des parents qui ont l'obligation d'encadrer leurs enfants. Et cette éducation, cette sensibilisation aux antivaleurs doit commencer à partir de la famille. C'est ce que nous appelons dans notre langage la théorie des phases. F comme famille. La famille éduque, participe à l'encadrement des enfants, les parents jouent leur rôle. Ensuite, l'école prend le relais ou la relève. L'école instruit, codifie les valeurs qui sont acceptées par la société et l'enfant familialise. Et en 3e étape, la société S, qui représente la société prend la relève. Puisqu'on dit la société diffuse, comme l'éducation diffuse. L'homme est né bon, mais c'est la société qui l'a corrompu. D'autres disent, l'homme est né mauvais, mais c'est la société qui l'a corrigé. Donc, il faut mettre également la société à contribution. Dans une société où il y a des fumeurs de chanvre, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des citoyens honnêtes, corrects. Vous ne formerez, vous ne produirez que des citoyens fumeurs de chanvre. Alors, d'où la société doit être mise à contribution, les corporations, les coopératives, tout ce qu'il y a comme force vive doivent concourir, les églises, les associations doivent concourir pour la sensibilisation sur le respect des valeurs éthiques et sociétales. Et enfin, c'est la dernière étape, la dernière composante, c'est l'État. L'État entendu comme pouvoir organisateur. Il doit jouer son rôle pour avoir financé les études de ses enfants, construit des écoles, des hôpitaux, des routes. C'est lui qui doit se faire maintenant le plaisir de choisir le modèle d'homme qu'il faut pour travailler au sein de l'administration, pour travailler au sommet de l'État. Et c'est pas n'importe qui doit travailler au sommet de l'État, ne devient pas chantre et la lutte contre la corruption, c'est lui qui veut. Prenons le cas de notre président Tshisekedi, l'actuel président. Si aujourd'hui, il martèle au sujet du langage de la lutte contre la corruption, contre les antivaleurs, c'est lié à l'éducation des bases qu'il a reçue de son papa. Son défunt père Étienne Tshisekedi, qui était un artisan farouche des antivaleurs. Vous vous souvenez à son époque, quand il prononçait seulement une petite parole, les vécus de l'État étaient restitués par des fonctionnaires vérés qui s'est livré à un enrichissement illicite. Donc tout cela, le président en a hérité au sein de sa famille. Et au sein également de l'école qu'il a suivie, au sein de la société qu'il a accompagnée. Donc je vais parler ici de son parti politique. Donc vous comprenez que sans la convergence de cette théorie de FAISE, on ne peut pas arriver à de bons résultats. Mais il y a beaucoup de préalables. Parmi nos réalisations, nous avons proposé des projets de loi
notamment le projet de loi anticorruption qui a été refusé à 2 reprises par nos parlementaires. Au motif, non, ça ne relève pas du domaine de la Constitution, de la loi. Ça doit être réglé par un texte réglementaire. Or, ça c'est un faux fuyant. Nous avons signé des protocoles d'accord, nous avons signé des conventions, des traités internationaux sur la lutte contre la corruption. Et l'article 215 de la Constitution dit ceci en substance: quand vous avez signé les accords, traités et conventions internationaux, n'oubliez pas que ces conventions, traités ont un primat sur les lois internes, même sur la Constitution. Là, c'est une nouveauté que nos parlementaires n'ont pas compris. Dieu merci. Le président Fachi est arrivé. Cette loi sera réintroduite au Parlement pour qu'on puisse légiférer là-dessus. Nous avons proposé la loi portant déclaration des avoirs. Pour éviter l'enrichissement illicite, il faut surveiller les biens, le patrimoine des agents publics de l'État comme des mandataires de l'État. Le patrimoine du président de la République, des ministres. Comment expliquer quelqu'un qui entre au gouvernement aujourd'hui, au-delà de 4 mois, il s'étape déjà des villas, 4-5 villas, alors que son salaire n'arrivait pas même à compléter l'enveloppe pour acheter une seule villa. Donc, la provenance est douteuse. C'est-à-dire qu'il s'est enrichi autrement. D'où la nécessité. Voilà un peu un certain nombre de projets que nous avons proposés et qui sont encore revenus sur la sellette avec le président Fachi, qui suit de près. Et chaque jour, il martèle là-dessus. Lutter contre la corruption. Il n'y aura pas le bien-être du peuple d'abord s'il n'y a pas d'abord et en priorité la lutte contre la corruption. Et j'ajouterai, cette lutte pourrait être possible, Monsieur le Président, que si le pays est doté d'une loi portant lutte contre la corruption. Ah oui, professeur Saint-Augustin Mwendambali, à entendre le bilan que vous venez de brosser, qui est bien appréciable, nous comprenons que vous, à la tête de l'OCEP, vous êtes bien parti en guerre contre la corruption, ce qui est une bonne chose. Nous vous félicitons pour cela. Et à un autre degré, quelqu'un d'autre de très bien distingué aussi a le même sacerdoce que vous. Je vais citer le professeur Luzolo Bambi. Pouvez-vous nous expliquer la collaboration, si du moins elle existe, entre vous et lui, dans ce domaine, bien sûr, de la lutte contre la corruption? Merci, mon frère Etchani, responsable du CODREX, un collectif que j'apprécie beaucoup à sa juste valeur. Merci. Parce que nous partageons les mêmes ambitions, les mêmes ambitions volontaristes, puisque vous le faites bénévolement. Moi, je vais vous dire qu'avec Luzolo, nous entretenons de très bonnes relations. Avant même que nous puissions commencer notre forum national, nous avons associé Luzolo à son organisation. C'est le gouvernement qui a décrété l'organisation, la tenue de ces forums. Alors, l'idée aujourd'hui d'avoir un bureau du président de la République en charge des questions de bonne gouvernance et lutte contre la corruption est une émanation du Forum national. C'est une des résolutions du Forum national. Donc c'est l'OCEP qui a mis en musique, qui a stratifié les résolutions sous forme maintenant des mesures d'accompagnement. Et parmi ces mesures d'accompagnement de lutte contre la corruption, nous avions proposé qu'il y ait les conseillers du chef de l'État en charge de lutter contre la corruption, bonne gouvernance et lutter contre le terrorisme financier. Donc c'est l'OCEP qui avait élaboré le moule de ce bureau du conseil spécial. Et Luzolo a mérité d'être nommé à ce poste, puisque c'est avec lui que nous avons commencé la campagne de tolérance zéro.
Donc c'est une personne que je respecte à sa juste valeur, et chaque fois que nous rencontrons dans des symposiums nationaux et internationaux de lutte contre la corruption, moi je ne parlais pas de moi-même, c'est Louzoulou qui parlait de moi. Et Louzoulou ne parle pas de lui-même, c'est moi qui parle de Louzoulou. Donc vous comprenez la symbiose qu'il y a, sauf qu'il a rencontré un certain nombre de difficultés. Merci, professeur. Le tout nouveau président de la République, non seulement il remet les disques, mais aussi il fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. C'est beaucoup de soulagement pour vous, n'est-ce pas? Trop de soulagement. J'ai poussé un ouf de soulagement. Je me suis senti guéri. On m'a appliqué une thérapie, puisque j'ai souffert beaucoup. Quand je regardais ce qu'on faisait sur le terrain, par rapport aux résultats que nous avons récoltés, nous avons dit que nous n'avons pas atteint même 30% de nos réalisations. Tout simplement parce que la volonté politique de la haute hiérarchie n'a pas été relayée par l'ensemble de la classe dirigeante. Le président de la République sortant claironnait en parlant de la lutte contre la corruption, disait les portes des prisons seront grandement ouvertes. Je ferai la corruption une autre forme de criminalité que je combattrai avec la dernière énergie. La volonté était là. Mais s'il y a eu un couac, c'est parce que l'entourage du président de la République, les membres du gouvernement, les parlementaires n'ont pas relayé cette vision de la haute hiérarchie, d'où la politique n'a pas produit les résultats escomptés. Alors le président Tshisekedi, quand il commence par là, par marteler avec obsession, avec rage même, je dirais, quand vous le voyez parler, il a commencé il n'y a pas 5 mois, et je vous assure, dans tout le discours qu'il a prononcé, au moins les mots corruption, antivaleur, le bien-être du peuple revenait, si pas 2 fois, 3 fois. Dans tous les discours qu'il a prononcés, nous avons fait des études, des enquêtes au laboratoire. Même toutes les interviews qu'il a accordées, c'était au sujet de la lutte contre la corruption qu'il a fait vraiment son dada. Alors, comme le président a parlé, il a déjà parlé suffisamment, il a défini sa vision, il ne doit pas continuer à parler de cette manière-là. Il doit accompagner sa parole par un certain nombre d'actions concrètes. Et il l'a fait. Il a décliné un don qui lui a été proposé par des Indiens. Vous n'êtes pas sans ignorer, il a refusé ce cadeau-là, avec courtoisie. Il a fait arrêter 3 colonels de la police pour avoir tué des paisibles citoyens. Il a révoqué un général des forces armées pour détournement des soldes des militaires. Voilà autant de cas qui montrent que le président essayait de lier la parole à l'acte. Mais c'est pas le rôle du président. Le président a déjà défini la vision. Il a lui-même montré son exemplarité. Il est le modèle dans les combats puisqu'il lie la parole à l'acte. Mais nous, les acteurs maintenant, les animateurs de lutte contre la corruption, nous devons relayer cela par l'éducation, la sensibilisation et par des investigations. La première étape concernait la prévention. Au fur et à mesure que nous avançons avec la sensibilisation, nous devons passer maintenant à l'étape des détection, investigation et enquête, afin de traquer les corrompus et les corrompants et les faire traduire devant les cours et tribunaux. Et la dernière étape, c'est la répression. Les cours et tribunaux doivent prononcer des jugements où les corrompus et corrupteurs doivent justifier leur comportement. Mais le petit problème qui demeure, un petit couac, et qui bloque un peu, c'est pour ça que vous trouvez qu'il y a une léthargie entre ce que le président a fait, il a prêché lui-même par l'exemplarité, mais pourquoi est-ce que les cours et tribunaux ne relayent pas? Ils ne sont pas dotés d'instruments suffisants. La loi anticorruption est lacunaire. Il n'a que 4 articles.
avec quelques 4 encore bis, prime, quinqui. Non, la corruption est multiforme dans sa dimension, dans sa manifestation. Elle est multisectorielle. Il faut absolument qu'on lui adopte une loi qui lui soit spécifique. Et cette loi sera dénommée la loi portant lutte contre la corruption. Loi spéciale. Comme il en existe des lois spéciales pour la protection de l'enfance. Comme il en existe également une loi sur les violences faites à la femme, indépendamment du code pénal. À ce moment-là, nous allons commencer le véritable combat contre la corruption. Je félicite le président parce que je lui laisse la primaire. Je ne pourrais rien vous dire ici, mais tout à l'heure, nous avons été avec certains membres de son cabinet pour montrer son acharnement à vraiment en découdre avec la corruption, les pratiques de corruption. Très bientôt, il y aura des mesures spectaculaires qu'il va annoncer, mais je lui laisse, il est le visionnaire, le leader visionnaire. Moi, je ne suis qu'un leader stratégique. J'attends qu'il annonce et moi, je vais mettre en pratique ce qu'il dit. Merci. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous avons en face de nous le professeur Saint-Augustin Mwenda-Mbali, qui est le directeur général de l'OCEP, cette institution qui combat la corruption. Alors, j'aimerais vous poser, dans un pays où tout le monde prend en chasse la corruption, en même temps que celle-ci s'occupe de lui. Où tout le monde prend en chasse la corruption. Un pays comme les voleurs qui crieraient aux voleurs. Votre travail est-il facile? Oui, ce travail n'est pas facile. Je vais vous l'avouer que nous y avons mis toutes nos potentialités, toutes nos énergies. Nous avons commencé par les labos. On ne fait pas la lutte contre la corruption, des dénonciations. Et il a pris, on a vu, ici, c'est comme s'il a fumé, là, et vous inventez un chiffre, non. Il faut mener des enquêtes douloureuses. Puisque les corrupteurs et les corrompus ne vous laisseront jamais le temps de s'exposer, comme le font les roulages sur la route, Mbotelikasso, et l'argent passe. D'autres, les dessous des tables. Solo la bien, Apé Satalate, Mvwama, Moprezo. Vous voyez le langage qui véhicule les gemmes de la corruption? Oui. C'est vous dire que c'est ancré dans le fort intérieur de l'homme congolais, dans la moelle épinière. Nous vivons avec la corruption. Quels sont les langages qu'on ne voit pas, qu'on n'attend pas dans les ronds-points de Kinshasa? Moprezo, Mvwama, grand prêtre, tout tourne autour de l'abondance, de l'argent. Donc le modèle d'homme congolais aujourd'hui est devenu celui qui a beaucoup d'argent. Même qu'il s'agisse de l'argent sale. D'ailleurs, comme témoignage, ce sont ceux-là qui sont chantés dans la musique. Oui. Puisqu'ils distribuent des billets de banque. Et vous-même, vous êtes là pour accompagner Apé Satalate. Donc la corruption vit avec nous au quotidien. Nous ne sommes pas le seul pays d'Afrique à vivre avec la corruption ou du monde, mais elle est en train de prendre des proportions démesurées en RDC. À partir de l'école primaire, maternelle même, vous commencez à organiser des cérémonies de collation, des grades au niveau de l'école primaire, maternelle, primaire, secondaire. Les enfants, vous les habituez au langage COP, Mutunanga, Solo la bien. C'est pas moi qui invente ces concepts. Les sous-bassements. Où est le sous-bassement? Je vois les dossiers, mais il manque les sous-bassements. Oui, tout est codifié. Et tout est codifié dans toutes les langues du pays. Maintenant, on est en train de codifier. Il y a quelqu'un qui te dit, non, kendana sima lelote. Carburant n'angeza wapi. Dis, madeso yabane zawapi. Likaya nanga. Transport nanga. Autant. Donc, on ne fait rien pour rien, RDC. Tout est hypothéqué par un avantage indu à recevoir. Même pour une audience. Sous d'autres cieux, nous connaissons les gens, pour qu'on puisse voir le président, il devait décaisser, exiger de l'argent, pour qu'il puisse être programmé dans l'agenda du président. Bon, ces genres d'histoires, ça nous guette, ça nous habite, mais quand vous pensez à ce qui va devenir ce pays, ce que nous allons laisser à nos enfants, vous avez des larmes aux yeux. Quel sera l'avenir de nos enfants?
Ils sont prêts à vendre ce pays contre un morceau de pain. Oui. Puisque tout se vend, se commercialise, tout se fait corrompre. Et vous engagez des termes gagnant-gagnant. Opération gagnant-gagnant. Quand on vous dit au GG, opération gagnant-gagnant. C'est-à-dire Magambo Mabé. Voilà, c'est ça mon inquiétude. Ce n'est pas un combat que moi seul, Mwendambali, je peux mener. Je me réjouis, le président, comme il est arrivé, je dors en paix, je respire. Puisque je ne me culpabilise plus. Je disais, monsieur incompétent, un ignare qui ne sait pas sauver son pays des pratiques de corruption. Et personne ne voulait en parler. Quand on parlait de la corruption, on était presque indexé. Mais le président est venu parler à la place publique de son désir de combattre ces monstres à plusieurs têtes. On sait que quand on décapite les têtes les unes après les autres, d'autres poussent encore, mais le président est déterminé à s'engager dans ces combats. J'ai dit au moins, il y a une deuxième voie qui vient, et encore une voie qui a une prépondérance par rapport à la mienne. Donc, Dieu est là, je crois que la RDC pourrait être sauvée. Bien, professeur Saint-Augustin, merci, on sent que vous êtes soulagé. Vous-même, vous l'avez dit que vous êtes guéri. C'est sincèrement. Bien. Mais parlons un peu de la bonne gouvernance. Est-ce que la bonne gouvernance est possible sans que la corruption n'ait été éradiquée? Ou s'il y a d'autres préalables, pouvez-vous nous les citer? Voilà, autour de la bonne gouvernance. Merci beaucoup. Bon, la bonne gouvernance est un concept fourre-tout. Vous voyez, on dit bonne gouvernance. Mais je vais commencer par la définition de ce concept. Et ici, je ne vous ai pas défini d'une manière sobre qu'est-ce qu'est la corruption. Oui. La corruption est un abus d'exercice du pouvoir ou des positions dominantes à des fins personnelles. Dans la corruption, c'est la règle de l'égoïsme. Tout, je ramène à moi-même. L'égocentrisme. Il y a le refus de regarder l'intérêt général. Alors, quand vous regardez du côté de l'intérêt général, on dit, vous entrez dans la sphère de la bonne gouvernance. Mais qu'est-ce qu'une bonne gouvernance au juste? J'aimerais qu'on neutralise le terme « bonne » et qu'on parle « qu'est-ce qu'une gouvernance » dans une maison. Je prends les termes le plus simples. Dans la famille, c'est une unité de gouvernance, non? Oui. Cette gouvernance est composée de quoi? Des papas, des mamans, des enfants, l'aîné jusqu'au dernier. Vous avez compris? Oui. Chacun a son rôle à jouer. Les parents jouent les rôles. Papa donne l'argent, maman va au marché et vient préparer. Les enfants participent au nettoyage de la vaisselle. Il y a d'autres qui s'occupent de balayer la maison. Voilà une unité de gouvernance qui est un ensemble de dispositifs qui met en interaction plusieurs éléments qui poursuivent le même objectif. Les parents ici poursuivent l'objectif de la famille, le développement de la famille. OK? Et à ce développement, la maman doit jouer son rôle, sa partition, les enfants également, ainsi que l'entourage. Vous avez compris? Oui. C'est ça. Alors, la bonne gouvernance en soi, c'est quoi? Vous voyez, la famille, c'est l'intérêt général de la famille. Le papa ne le fait pas pour son nom personnel. Il le fait pour la survie de toute la famille. Alors, la bonne gouvernance est un concept qui consiste tout simplement à appliquer bien les règles de bonne gestion dans la poursuite d'un objectif donné. Donc, la bonne gouvernance commence par l'identification des besoins. Vous signez les objectifs à atteindre. Vous organisez. C'est presque ce qu'on appelle les principes de management. Oui. D'abord, il y a 3 axes. L'axe de management, conception, organisation, planification, organisation, décision, contrôle et évaluation. L'axe de la bonne gouvernance tire d'abord ses fondements dans les principes de management. À côté de ces principes,
tout le monde ne travaille pas. Il peut y avoir également des handicapés. Alors la bonne gouvernance vous dit, attention, la bonne gouvernance aussi participe au bien-être de tout le monde, de tous, de la collectivité. Et les gens qui sont normaux et les gens qui sont anormaux. Vous voyez, nous n'excluons pas les handicapés. On les prend également en charge. Il ne faut pas dire c'est pour celui qui travaille seulement. Alors la bonne gouvernance va partir du principe suivant. Dans le travail, il y a une double dimension. Il y a une dimension éthique, égocentrique. Je travaille pour moi. Il est vrai, hein? Nous tous nous sommes comme des animaux. Nous travaillons d'abord pour nos intérêts personnels, pour ma famille, pour que je puisse devenir un jour quelqu'un, pour mon village. Mais à côté de cet instinct de survie qui vous anime pour travailler pour vous-même, pour répondre aux besoins fondamentaux de la vie, il y a une seconde dimension, la dimension éthique. Les gestes que je pose pour moi-même va également permettre à mon pays de se développer, d'être compétitif parmi d'autres nations, et ça va permettre à d'autres citoyens de la collectivité de bénéficier des résultats de mon travail. Donc la bonne gouvernance, on dit, poursuit le bien-être de l'homme avec la participation de tous. Vous avez compris, pas d'exclusion. Et il faut penser à la transparence. Quand on travaille, vous avez reçu de l'État une mission, vous devez rendre compte. Et il faut penser aux générations futures. Nous travaillons, nous ne pensons pas aux générations futures. Les gens sont en train de dilapider le bien de cette République. Ils n'ont jamais fait des études pour se demander quelle sera la RDC à l'horizon 3000. Oui. Mais c'est pas leur préoccupation. Or, les parents, quand il est en vie, il construit une maison, c'est pas pour pouvoir y vivre éternellement. Quand je ne serai pas, mes enfants vont prendre la relève. Pensez aux générations futures. Participation, génération future, c'est pour cela, vous devez penser, une partie des richesses nous mangeons aujourd'hui, mais une autre partie, nous disons, nos enfants viendront également, qui ne manquent pas de quoi manger. Et en fin de compte, comme dans le principe du management, il y a l'évaluation. Oui. Et puis, l'état des droits. Participation de tous suppose état des droits. Une justice distributive. Il faut être également respectueux des valeurs républicaines. Et puis, troisième pilier, j'arrive, troisième pont de ces piliers, oui. Il faut accompagner les principes de management, les principes de la bonne gouvernance par une notion capitale qui dit le respect des valeurs éthiques, le respect de l'homme. Il faut mettre l'homme au centre de toutes les préoccupations. Voilà encore le peuple d'abord. Merci, professeur. Les temps ne nous favorisent pas vraiment. Nous acheminons pas à pas vers la fin. Professeur, qui vous inspire le Pélican au point d'inspirer le président du Coderex de composer ces chefs-d'œuvre dont nous allons écouter. Où trouver le super-homme, le super-femme, le personnage capable de prouesse pour relever le défi et sortir le pays du cré infernal des antivaleurs. Comment former l'esprit managérial efficace? Question difficile mais simple en observant le Pélican. Comment former l'esprit managérial efficace? Question difficile mais simple en observant le Pélican. Qu'est-ce qui vous inspire cet oiseau? Bon, écoutez, le Pélican, pas l'œuvre. L'œuvre, c'est le président qui en a fait son dada et il a bien trouvé l'image. Le Pélican, c'est un oiseau qui existe, aquatique. Alors, c'est un oiseau qui met ses nids au sommet des arbres, mais quand il va à la pêche, il a l'habitude de suivre les bateaux pêcheurs, des marins, et surveiller les poissons qui tombent des filets de ces bateaux.
Une fois il a ramassé, il est caractérisé par un bec. Ici, en dessous de son bec, il y a un sac. Tous ces poissons, il est en train de les stocker là. Et puis, à la fin, le pélican s'est dit, mais le sac est plein. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il faut rentrer vite vers mon nid afin d'aller faire profiter mes ouailles des résultats de ma pêche. OK? Et quand il va se relever, le pélican sent qu'il a un vertige. La grippe l'a terrassé. Le pélican commence à pleurer. Ouah! Ouah! Le pélican ne pleure pas de douleur. Non, toute sa pensée, il est en train de penser à sa progéniture. Si ce courrier n'arrive pas, si cette cargaison n'est pas déchargée à destination, que vont devenir mes enfants? Vous comprenez les règles de la bonne gouvernance? Alors, le pélican se soulève jusqu'à ce qu'il avance et il arrive au niveau du nid, il fait un effort pour grimper, il commence à décharger la cargaison. Et quand tous les poissons contenus dans le sac seront déchargés, le pélican regarde le dernier poisson qui restait, les enfants sautent là-dessus, ils réalisent que la fièvre ne fait qu'augmenter. Donc je ne vais pas survivre à ma grippe. Qu'est-ce qu'ils vont faire mes enfants le lendemain? Quand je ne serai pas là, de quoi vont-ils se nourrir? Alors le pélican prend son bec, il se retourne ça contre son thorax, sa poitrine, il ouvre la poitrine du début du thorax jusqu'au niveau de l'ombril, si ça peut exister. Et là, il s'écarte, il laisse écarter ses entrailles. Les enfants sautent sur les entrailles, mangent, jusqu'à ce que la mort va s'en suivre du côté de la mère pélican. Mais le pélican va mourir fier, parce qu'il a nourri ses enfants de ses entrailles, et quand le corps du pélican va commencer à entrer dans la phase de putréfaction, les enfants continueront à s'en servir. Comme ça, la race de pélican ne va pas disparaître. Voilà le modèle de pélican qui nous a inspiré le modèle de la bonne gouvernance. Et ça vous occupe, vous tous, vous le faites. Le président, quand il rentre à la maison, quand il lui réserve un repas, maman a mis 4 morceaux de viande. Le président va se contenter de manger un seul, sachant que les enfants demain, ils peuvent manquer à manger, ils vont s'en servir. Peut-être demain, on n'aura rien. Vous voyez, vous avez le principe de la bonne gouvernance dans vos maisons, dans vos familles. Mais transférer ça au niveau de l'État, cela pose problème. Voilà la symbolique du pélican. Et je me réjouis de voir le président ait choisi cette symbolique pour incarner le Codex. Merci beaucoup, professeur. J'aimerais, en guise de la reconnaissance de la lutte combien acharnée que vous menez contre la corruption dans notre pays, j'aimerais, en guise de cette reconnaissance-là, et surtout du partenariat qui nous lie, qui lie au CEP, à notre association Codex, en guise de cette reconnaissance, j'aimerais vous donner l'écharpe qui est bien là. Où trouver le super homme, le super femme, le personnage capable de prouesse pour relever le défi et sortir le pays du cré infernal des antivaleurs. Comment former l'esprit managériel efficace? Question difficile mais simple en observant le pélican. Comment former l'esprit managériel efficace? Question difficile mais simple en observant le pélican. Comment former l'esprit managériel efficace? Question difficile mais simple en observant le pélican. Merci de nous avoir suivis. Prenez désormais les habitudes de nous suivre chaque dimanche sur Africa TV à partir de 17h. Au revoir. Quand oiseau aquatique, symbole de la charité magnifique chasse, survolant des étendues, d'eau de la planète, vivre et mourir. Pour les autres, c'est son principe, en pressant sa poitrine, sa poche s'ouvrait, poisson et autres aliments.
Son bec un filet de pêche incomparable, ce plume imperméable, voilà sa protection à l'épreuve de l'eau. Quand il va pêcher, rarement il revient près de lui. Oiseau a plusieurs techniques de pêche, un grand modèle pour enflouer les trésors publics. Oiseau a plusieurs techniques de pêche, un grand modèle pour enflouer les trésors publics. L'océan était vide et la plage déserte, a dit Alfred de Musset. Pour toute nourriture, le pélican